Officiellement, en France, les mères porteuses n'existent pas. La loi l'interdit. Pourtant, chaque année, entre 100 et 200 couples y auraient recours. Un marché clandestin directement accessible sur Internet. Il suffit de passer une petite annonce. Couple cherche mère porteuse, contactez-nous. Très vite, les premières réponses arrivent. Elles viennent essentiellement de l'étranger, d'Afrique, de Madagascar ou du Brésil. Des femmes qui offrent de porter votre enfant contre une somme de 15 000 à 20 000 euros. Et pour ce prix, certaines proposent même de venir chez vous pour faire la vaisselle et nettoyer le salon. Mais il y a aussi les réponses de femmes françaises, comme celle de Stéphanie. J'ai besoin d'argent au risque de me retrouver à la rue. Je peux déménager chez vous le temps de la grossesse. Je suis saine de corps et d'esprit et désireuse de vous rendre ce service. Après un échange de mails, Stéphanie propose de nous rencontrer dans sa ville, à Bordeaux. Le rendez-vous est fixé devant un magasin du centre-ville. Nous nous y rendons en caméra cachée, en nous faisant passer pour un couple. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un bon voyage? Tout de suite, Stéphanie nous explique sa situation. Elle ne travaille pas et survit grâce au RMI. Hop. Ma vie, elle est encore en place. J'ai un gros souci au niveau logement parce que j'ai pas d'aide de l'extérieur. Les assistantes sociales ne font pas leur travail. Bon, c'est un petit peu une catastrophe. Vous aviez déjà eu l'idée d'être mère porteuse? Non, j'avoue que non, mais l'idée me séduit beaucoup. Vous savez que c'est interdit en France? Ah non, je savais pas. J'ai l'impression que ça se fait énormément. C'est bien gênant pour moi que ce soit interdit. Stéphanie joue carte sur table. Dans un mois, elle devra quitter son logement et se retrouvera à la rue. C'est pour cela qu'elle accepte d'être notre mère porteuse et elle est prête à casser les prix. Moi, pour retrouver un logement et pour le meubler, moi j'avais pensé entre 3 et 4 000 euros. Voilà. Après, je sais pas si c'est trop, je sais pas si c'est... Je ne sais rien. On n'a pas franchement calculé non plus, mais... Ça serait 3 ou 4 000 euros pour porter le bébé en fait et nous le rendre en fait à la naissance. Moi, c'est ce dont j'ai besoin pour trouver un logement, parce qu'il faut vraiment que je trouve un logement. Une grossesse contre un logement. D'un côté, des femmes qui louent leur ventre. De l'autre, des couples désespérés, prêts à tout pour avoir un enfant. Aujourd'hui, en France, se développe dans la plus totale illégalité un marché clandestin des mères porteuses. Cela fait 3 ans que Juliette passe ses soirées à surfer sur Internet. 3 ans qu'elle recherche désespérément la femme qui portera son enfant. Juliette est née sans utérus. Et dès qu'elle a rencontré son mari, Benoît, ils ont pensé à faire appel à une mère porteuse. Ils ont alors découvert un marché qu'ils n'imaginaient pas. J'en ai rencontré sur Internet, c'était pas moins de 30 000 euros, enfin des prix complètement exorbitants, quoi. Vous aviez conscience qu'il y avait une sorte de marché qui existait? Moi, pas du tout. Peut-être un côté un peu naïf, parce que... On n'était pas naïf non plus, en sachant qu'on ne va pas trouver une mère qui va porter gratuitement un enfant pour dire « moi j'aime les enfants ». C'est vraiment... c'est du business, quoi. Enfin, je sais pas, porter un enfant, c'est pas... Il faut quand même qu'il y ait un lien avec la personne, enfin, une certaine complicité, une grande confiance surtout. Et pas comme ça, bon allez, apporte mon enfant, et puis... Il n'empêche que tout le monde le fait en pensant évidemment à l'argent, quoi. Il ne faut pas être naïf. Il y a 2 ans, Juliette et Benoît ont trouvé une mère porteuse. Mais les tentatives de grossesse ont échoué.
Leur mère porteuse a renoncé et ils ont perdu 20 000 €. Malgré tout, ils continuent encore de chercher et espèrent qu'un jour la France changera sa loi. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner ? Moi, je dirais que c'est pour faire avancer les choses, pour que ça devienne légal en France. Et surtout pour que ça permette à d'autres jeunes filles qui ont mon problème en fait, dès la naissance, de pouvoir faire ça avec une mère porteuse en France, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Ça se fait dans d'autres pays de manière très encadrée, et nous on est évidemment pour que ce soit encadré, mais dans des cas très précis de problèmes médicaux chez la mère. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de le faire de cette façon-là, tout simplement? Et puis bon, notre témoignage et notre parcours pourra servir, on espère en tout cas, d'autres couples à avancer, peut-être en tout cas plus vite que nous et de manière légale plus tard. Pour Juliette et Benoît, cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'il y a 20 ans en France, le recours aux mères porteuses n'était pas interdit. Paris Match avait d'ailleurs consacré plusieurs reportages à ce qui alors était considéré comme un phénomène de société. En 1985, une mère porteuse témoignait même en direct sur le plateau du journal télévisé de France 3. J'aime cet enfant, mais je considère qu'il n'est pas le mien. Cet enfant, il appartient déjà, dès la conception, au couple. Je ne peux pas dire que c'est le mien, puisque dès le départ, je savais que cet enfant partirait. En réalité, à l'époque, il n'existe encore aucune loi sur les mères porteuses. Il y a un vide juridique. Alors la justice va se saisir de ce problème. En 1991, un arrêt de la Cour de cassation condamne cette pratique. Les juges s'appuient sur un principe du droit français, l'indisponibilité du corps humain. Autrement dit, le corps humain ne peut ni se louer ni se vendre. Une interdiction qui sera confirmée par la loi française en 1994. L'année dernière, à l'Assemblée nationale, une commission des députés s'est repenchée sur ce problème des mères porteuses. Valérie Pécresse était le porte-parole de cette commission. Elle nous explique pourquoi les parlementaires ont décidé de ne pas toucher à la loi. Le risque, c'est vraiment de voir se développer des formes d'exploitation de certaines femmes par d'autres femmes. Et ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas, c'est pas le modèle français. Et puis, il y a la question beaucoup plus compliquée, qui est la question de ce qu'on appelle l'indisponibilité du corps humain. Et l'indisponibilité du corps humain, ça veut dire que même gratuitement, votre corps, vous ne pouvez pas le mettre à disposition de quelqu'un d'autre. Et vous ne pouvez pas le mettre parce que là aussi, c'est de l'exploitation d'une femme par une autre femme. Et vous savez, il y a des dérives très fortes aux États-Unis qu'on aperçoit, qu'on voit poindre. Le cas, par exemple, de femmes qui travaillent, qui font des carrières et qui disent « Oh là là, mais une grossesse, ça va handicaper ma carrière et je vais prendre du retard par rapport à mes collègues masculins. Donc mon bébé, avec mon patrimoine génétique, je vais le faire porter par une autre mère. Comme ça, elle sera enceinte. Et moi, pendant ce temps, je travaille. Et donc, j'aurai un enfant sans avoir eu besoin de passer par la case grossesse. Et aux États-Unis, on a des gestatrices qui sont des femmes de milieux très modestes, des femmes dans la difficulté sociale et financière. Et on voit bien que c'est une nouvelle forme d'esclavage humain. Et si les députés sont aussi prudents, c'est parce qu'il y a eu des dérives. Comme l'affaire de la petite Donna, un scandale qui a défrayé la chronique en 2005. En Belgique, un jeune couple, Gertrude et Bart, avait recruté une mère porteuse à qui ils avaient promis de verser 8 000 €. Tout se passait bien, mais après 6 mois de grossesse, la mère porteuse a décidé de garder le bébé. Je ne veux pas leur donner l'enfant. J'ai le sentiment qu'il ne sera pas bien avec eux. Contre cela, Gertrude et Bart ne peuvent rien faire. Aucun recours n'est possible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours après la naissance, la mère porteuse décide de remettre en vente le bébé. L'annonce passe sur Internet et plusieurs couples se disputent l'enfant. Donna est finalement vendue au plus offrant, un couple de Hollandais qui l'emporte pour 15 000 €. Malgré les recours judiciaires intentés par le couple belge, la petite Donna grandit aujourd'hui aux Pays-Bas avec ses nouveaux parents.
Ni ces scandales, ni l'interdit de la loi n'ont effrayé Marie et Julien. Il y a 2 ans, ce couple de Français a décidé d'avoir recours à une mère porteuse. Malgré les risques encourus, ils ont accepté que nous suivions leur histoire. Ils ont 29 ans tous les deux et sont ensemble depuis 7 ans. Dès le début de leur relation, Marie a expliqué à Julien qu'elle ne pourrait pas porter leur enfant. Elle est née sans utérus. J'ai appris, moi, mon problème, je devais avoir 16 ans. Et quand j'ai commencé à vraiment parler de cette pratique-là, je devais avoir 20 ans, quoi, à peu près. C'est jeune? C'est jeune, oui. Mais disons que, oui, à peu près... je savais que c'était la seule pratique, je savais que ça pouvait être long aussi, et puis bon, il fallait que je trouve mon mari aussi. Mais bon, déjà, là, même avant d'être mariée ou d'être en couple, je m'étais renseignée un petit peu sur ces pratiques-là pour savoir où j'allais, savoir si c'était possible. Et puis plus tard, je me suis dit, le jour où je rencontrerai la personne de ma vie, pouvoir lui annoncer, oui, je ne peux pas avoir d'enfant, mais par contre, je ne peux pas porter mon enfant, mais je peux avoir des enfants. Et quelle a été votre réaction? Et quand on sait qu'on peut avoir un enfant qui nous ressemble, on fonce, quoi. On est prêt à tout, quoi. Julien et Marie peuvent en effet avoir un enfant qui leur ressemble. Ils ont choisi d'avoir recours à une fécondation in vitro. Marie n'a pas d'utérus, mais ses ovaires fonctionnent. On lui prélève donc un ovule, puis des spermatozoïdes de Julien viennent féconder cet ovule. L'embryon ainsi obtenu est implanté dans l'utérus de leur mère porteuse. L'enfant sera donc bien génétiquement celui de Marie et Julien. Je défie n'importe quelle personne de dire les gènes c'est pas important ou d'avoir un enfant biologique c'est pas important. Je peux déjà pas le porter mais au moins je peux en avoir un à moi. Ce sera mon sang, ce sera mes gènes. Quoi qu'il arrive, ça c'est le mien, quoi. On a dit voilà, ce sera cette solution-là et puis on ira jusqu'au bout. Comme toutes les femmes dans sa situation, Marie a passé des soirées entières sur Internet. Et puis un jour, il y a eu cette annonce. Bonjour, je me propose de devenir mère porteuse. J'ai 26 ans et j'ai un enfant. Je souhaite que les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement connaissent ce bonheur d'être parents. C'est le plus beau cadeau du monde. Derrière cette annonce, Sandra, 29 ans. Elle travaille et vit à Lyon. Maman d'un petit garçon, elle vient de se séparer de son compagnon. Pendant 1 mois, Sandra et Marie vont échanger mails et coups de fil. Puis elles se rencontrent et Sandra accepte. Aujourd'hui, elle est enceinte de 6 mois. J'avais besoin donc de faire ce geste pour peut-être justement prouver que j'existe, en fin de compte. Et puis pour donner un sens aussi à ma vie, quelque part. Parce que c'est vrai que dans le monde actuel, j'ai l'impression que tout le monde a tendance un peu à s'oublier et puis à être un peu égoïste. Et donc moi, c'est pas du tout ma philosophie et j'ai besoin donc d'aller vers les gens et puis de les aider. À aucun moment, la loi a pu vous faire douter? Non, du tout. Je restais persuadée qu'il pouvait toujours y avoir une solution par rapport à la loi. Mais comment on se débrouille avec ça? Eh ben, c'est histoire de conscience. On se dit qu'on fait quelque chose de bien. Même si c'est légal, c'est quelque chose de formidable et de merveilleux. Et ça, je pense que la loi ne peut pas être au-dessus de tout. Mais entre vous et le couple pour lequel vous portez un enfant, c'est aussi une histoire d'argent. Oui, il y a une histoire d'argent, mais on a vu ça plus comme une compensation et pas une rémunération, en fait. Et même encore à l'heure actuelle, j'ai du mal encore à ne serait-ce que parler d'argent ou même accepter quand il me donne une enveloppe, quoi. Mais quelque part, je me dis que toute peine mérite salaire, entre guillemets, et que s'ils estiment que mon geste il vaut ce qu'ils me donnent, bah, je prends. C'est une somme de 15 000 €. Pour Marie et Julien, cette grossesse coûte cher. Car à la somme versée à Sandra, il faut ajouter les frais médicaux. Un total de 30 000 €. Pour réunir cet argent, ils ont dû économiser pendant des années et vendre leur voiture. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais je veux dire, j'ai pas du tout le sentiment de payer pour avoir un enfant, quoi.
C'est pas du tout ça. À la limite, j'assimile ça à des frais naturels de grossesse, quoi. Donc non, j'ai pas l'impression. Au fond de moi, dans ma tête, je me dis pas, je paye pour avoir cet enfant, quoi. En France, la fécondation in vitro est illégale dans le cas de mères porteuses. Alors, pour faire implanter leur embryon dans l'utérus de Sandra, Marie et Julien ont dû partir à l'étranger. En Europe, tous les pays n'ont pas adopté la même position. Comme la France, une majorité de pays a choisi l'interdiction. D'autres, comme la Belgique, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas, n'ont pas tranché. Au final, seuls 2 pays se sont prononcés ouvertement pour, la Grèce et la Grande-Bretagne. C'est donc à seulement 2 heures de train de Paris que Marie, Julien et Sandra ont trouvé de l'aide. En Angleterre, à Londres, le recours aux mères porteuses est autorisé depuis 1985. Et au cœur de la capitale, une clinique accepte de recevoir ces couples français clandestins. Situé dans un immeuble résidentiel, cet établissement privé est spécialisé dans la procréation médicalement assistée. La directrice a accepté de nous recevoir sans problème. Nathalie Forman est française et a conçu cette clinique à Londres il y a 4 ans. Du bois, des couloirs lumineux, des fauteuils séparés par des voiles blancs. L'établissement cultive le raffinement et la discrétion. On ne voulait pas que ça ressemble à une clinique médicale. On voulait que ce soit un endroit où les gens se sentent relaxés, où les gens se sentent tranquilles et qui ne soit pas angoissant. On a pensé à un spa ou un centre de sport ou un hôtel. Derrière cette façade, au cœur de la clinique, un laboratoire dernier cri. C'est ici que sont conservés dans l'azote liquide les échantillons de sperme et les embryons des couples. C'est difficile à imaginer que ces paillettes congelées deviendront des petites personnes. Ça vous émeut? Ouais, je trouve ça... J'ai l'habitude, mais je trouve ça toujours intéressant de voir où ça commence. La clinique s'occupe de la fécondation in vitro, mais aussi de l'implantation des embryons dans l'utérus des mères porteuses. C'est le travail du docteur Robert Forman. Il est professeur de gynécologie et chaque année, il accepte de traiter une dizaine de couples français clandestins et leurs mères porteuses. Il n'y a pas une femme qui veut qu'une autre femme porte son enfant. Si elle peut porter son enfant elle-même, elle le ferait avec plaisir. Donc c'est vraiment les femmes dans une situation désespérée. Elles sont nées sans utérus, elles ont perdu l'utérus à cause d'un cancer. C'est parfois que le mère a pris un produit, le Distelben, qui a des effets très négatifs sur l'utérus des filles qui sont nées de ces mamans-là. Donc c'est les femmes qui n'ont aucun choix. Et avec la médecine de nos jours, on peut les aider d'être les mères comme tous les autres mamans. Et c'est pour cela qu'il y a 1 an, le docteur Forman a accepté d'implanter l'embryon de Marie et Julien dans l'utérus de Sandra. L'accouchement de Sandra est prévu dans 3 mois. Allô? Ça va? Ouais, ça va la forme? Ouais, Comme chaque dimanche, Sandra, la mère porteuse, reçoit un appel de Marie qui prend des nouvelles du bébé. Tu récupères ce soir? Oui. Pas trop fatiguée? Non, ça va, j'ai pu me reposer. Il bouge bien? Très très bien. Il est très actif. Dormir? Non, non, c'est au niveau de l'endormissement, il est très très actif. Mais bon, Ouais. c'est quoi, bien. C'est surtout quand tu es au calme ou... Ouais. Donc, Ça va, ouais, tant mieux. Bon, mais peut-être te retenir plus longtemps. d'accord. Bon, mais gros bisous, Ouais. et puis à plus tard alors. D'accord, gros bisous alors. Allez, ciao. Salut. Bisous. Vous parlez au bébé? La première fois que je lui ai parlé, déjà, ça m'a fait tout bizarre. Parce que j'avais pas peur de l'attachement, mais quelque part, ça nous mettait en relation tous les deux, une relation plus affective. Et c'est vrai que j'ai eu du mal au début.
Et donc, mais à partir du moment où j'ai commencé à lui parler, je lui ai dit donc bonjour, c'est Tata. Et là, après, c'était tout naturel, quoi. Et vous lui racontez quoi? Je lui raconte tout, un peu tout, quoi, la journée qui s'est passée. Je lui raconte quand sa maman ou son papa nous a appelés, comment ils sont impatients de le voir. Vous lui racontez son histoire? Oui, je lui ai déjà raconté son histoire. Il fallait quand même qu'il l'entende. On triche pas, hein. Attention, hein. La vérité, Sandra l'a racontée au bébé, à ses amis, à sa famille proche et même à Tom, son petit garçon de 5 ans. Vert. Gagné. Maman. On recommence? Perdu. Oui. Vous avez expliqué comment à votre fils toute cette aventure? En fin de compte, je lui ai expliqué tout simplement. Donc, elle avait son ventre qui était cassé. Et donc, c'est maman qui allait porter donc le bébé. Donc, et puis petit à petit. Maman a une poche. Oui, maman, elle a la poche, oui, pour porter le bébé. Mais oui, et une queue pour faire manger le bébé. Oui, 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 pour que le bébé grandisse bien. Et après, donc quand il sortira, il ira avec son papa et sa maman. Voilà. Oui. Ouais. Là, tu peux aimer, là. Ouais. Les mères porteuses comme Sandra sont rares. Alors, pour ceux qui ne réussissent pas à trouver une femme pour porter leur enfant en France, une seule solution, se tourner vers l'étranger. Et là encore, c'est sur Internet que cela se passe. D'un seul clic, vous avez accès à des dizaines d'agences spécialisées du monde entier qui se proposent de vous trouver la mère porteuse idéale. La majorité de ces sites sont basés en Californie, où cette pratique est légale. Au fil des pages, des images de bonheur familial, des photos de bébés joufflus et de couples épanouis enlaçant leur mère porteuse. On vous propose même de choisir sur mesure celle qui portera votre bébé. Vous pouvez sélectionner son appartenance ethnique, asiatique ou afro-américaine, mais aussi la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Il n'y a alors plus qu'à choisir l'heureux élu sur photo. Évidemment, ce service a un prix, entre 60 000 et 120 000 euros, mère porteuse et frais médicaux compris. Mais vous pouvez trouver beaucoup moins cher. En Russie, par exemple. Ici, pour 30 000 euros tout compris, vous repartez avec votre bébé. Mieux encore, l'Inde. Dernière arrivée sur le marché, le pays casse les prix avec un package mère porteuse implantation d'embryon à seulement 10 000 euros. Mais dans tout ce catalogue, une agence a particulièrement attiré notre attention. Un site traduit en français mais qui se situe en Géorgie, le centre de la maternité porteuse. Les prix les moins chers d'Europe de l'Est, un catalogue de mères porteuses à disposition. Nous prenons rendez-vous. À 6 heures de vol de Paris, la Géorgie, ancienne république du bloc soviétique. Depuis l'effondrement de l'URSS, le pays est en pleine crise économique. Une inflation de 20%, un marché noir omniprésent, un salaire moyen de 50 euros par mois. Plus de la moitié des 4,5 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté. Irma est notre interprète. Elle va nous guider tout au long de notre séjour à Tbilissi. Première étape, le centre de la maternité porteuse. Il se trouve ici, dans ce bâtiment, au 2e étage. Il faudra quelques minutes à notre guide pour le trouver. Une simple feuille scotchée sur le mur. À l'intérieur, une pièce meublée sommairement, un bureau, quelques chaises, un téléphone et un ordinateur portable éteint. Bienvenue au centre de la maternité porteuse. A priori, pas grand-chose à voir avec la clinique londonienne du Dr Foreman.
La directrice, c'est Tamar Rajapuridze. Elle a fondé ce centre il y a 7 ans et depuis 1 an, elle reçoit des couples étrangers. Pour le moment, on a des couples d'Allemagne, de France et de Macédoine. Et parmi tous ces couples, il y a combien de Français? Pour l'instant, on a 3 couples français. Est-ce que vous avez des résultats? Pour un couple, on attend le résultat de l'insémination. Pour un autre, la femme est enceinte et on entame la procédure avec le 3e. Combien ça coûte en Géorgie? Ça fait 7 000 €. Ce montant comprend la somme à payer pendant la grossesse et puis après l'accouchement pour que la mère porteuse puisse se remettre en forme. 7 000 € auxquels il faut ajouter 4 000 de frais administratifs, soit près de 11 000 €. Mais pour ce prix, Tamar ne propose pas de fécondation in vitro, juste une simple insémination artificielle. Le sperme du mari est directement injecté dans le ventre d'une mère porteuse. Tamar veut nous montrer son laboratoire. Elle nous emmène de l'autre côté du couloir. Là encore, une pièce quasi vide. Dans un renfoncement, sur une petite table, un microscope amateur. Au mur, des fils électriques qui pendent. Au sol, une bonbonne. Dis-leur que c'est là qu'on garde le sperme congelé, à moins 196 degrés. Et combien de temps vous pouvez le garder? À moins 196 degrés, des années. Impossible de vérifier si tout cela fonctionne. Seule certitude, ici rien ne ressemble à une clinique. Il n'y a même pas un point d'eau dans le laboratoire. Au cours de notre visite, le seul lavabo que nous avons vu était dans le bureau de Tamar. Et il n'y avait pas de savon. Nous demandons alors à rencontrer la gynécologue qui travaille dans le centre. Ici, c'est le cabinet du gynécologue. Elle n'acceptera pas de vous donner d'interview parce qu'elle souffre du cœur. Elle ne supporte pas d'avoir trop d'émotions. Elle est souffrante. Elle n'acceptera pas. Mais est-ce qu'on peut la voir pendant la journée de travail? Ça peut lui faire un choc. Elle est trop émotive. On ne peut pas juste la filmer 5 ou 10 minutes. Non, dis-leur qu'elle souffre du cœur, qu'elle ne supporte pas trop d'émotions. Tamar restera intraitable, nous ne verrons jamais la gynécologue. Renseignement pris auprès du ministère de la Santé géorgien, cette clinique n'est pas reconnue officiellement. En fait, sous une façade médicale, ce centre est surtout une agence de mères porteuses. Et Tamar veut nous en faire rencontrer une. Elle l'appelle. Quelques minutes plus tard, une femme d'une trentaine d'années entre dans la pièce. Immédiatement, elle cherche à négocier le prix de l'interview. Pour 3 000 $, vous pouvez filmer mon visage, mon mari et mes enfants. Non, ce n'est pas possible. Ah bon, vous avez si peu d'argent? Chez nous, pourtant, on paye bien les reportages intéressants. Finalement, après 10 minutes de négociation, nous acceptons de la payer 75 € pour une demi-heure d'interview à visage caché. Un entretien qui se déroule sous l'œil attentif de Tamar. Zahira nous explique qu'elle est actuellement enceinte d'un couple géorgien. J'ai de gros problèmes d'argent. Je suis dans une situation financière difficile. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision, mais je préfère être une mère porteuse plutôt que de voler ou de faire le trottoir. Tamar a trouvé le filon. D'un côté, des femmes dans le besoin comme Zahira. De l'autre, des dizaines de couples occidentaux prêts à dépenser des sommes considérables pour trouver celle qui portera leur enfant. Et en Géorgie, cette pratique ne se limite pas au centre de la maternité porteuse. Pour découvrir l'étendue de ce marché, notre guide Irma appelle une chaîne de télévision sur laquelle on peut faire passer des petites annonces.
Et le soir même, dans un programme musical où se promènent de nombreuses jeunes filles dénudées, notre annonce passe. Jeune couple occidental cherche mère porteuse. Contactez-nous. Dès le lendemain, les réponses arrivent. Un homme nous propose les services de sa sœur. Il nous fixe rendez-vous le jour même sur son lieu de travail, un marché à la sortie de Tbilissi. Nous nous y rendons en caméra cachée, en nous faisant donc passer pour des Français à la recherche d'une mère porteuse. L'homme est là et il nous attend. Bonjour. 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 Voilà mes amis. Voilà, c'est eux qui sont intéressés. D'abord, j'aimerais savoir la somme qu'ils proposent. Ils connaissent à peu près les prix en Géorgie. Mais ils ne veulent pas parler d'argent avant de voir la personne. Ils veulent voir la femme qui va porter leur enfant. Oui, d'accord. Où ça? Chez elle, là où elle habite. Chez elle? Oui, c'est possible, pas de problème. L'homme nous emmène vers un taxi. Nous partons pour la banlieue de Tbilissi. Sur la route, des quartiers entiers de bâtiments construits dans les années 70 et dressés au milieu de terrains vagues. L'homme tente de nous rassurer. Ici, vous savez, l'air est beaucoup plus pur qu'en ville. La sœur de Kara habite ici, au 9e étage de cet immeuble. Il y a bien un ascenseur, mais il est en panne depuis déjà de nombreuses années. Plus personne ne semble s'occuper des parties communes, laissées à l'abandon. La moisissure envahit le plafond et les murs de l'appartement. Tu peux apporter des chaises, Kara? Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, il s'agit de mon épouse. Immédiatement, la femme nous explique pourquoi son mari nous a menti. Ici, si tu dis la vérité, personne ne va te comprendre. À l'étranger, ce serait différent. Mais ici, même nos parents nous critiqueraient. Nous abordons le problème de l'argent. Kara et sa femme veulent un salaire mensuel et une prime à la naissance du bébé. Dites-nous la somme exacte que vous voulez. J'ai calculé, il nous faudrait $300 par mois. 10 000 $ en tout. Au cours de la conversation, nous manifestons notre inquiétude. Et s'il décidait finalement de garder l'enfant? J'y pense souvent. Que se passerait-il si je refusais de donner le bébé? Non, c'est impossible. On ne pourrait pas garder cet enfant même si vous nous le donniez. Cet homme n'est pas le seul à nous avoir contactés. Une femme aussi nous a répondu. Nous décidons d'aller la voir. Une autre banlieue, mais le même décor. Des routes défoncées, des immeubles délabrés. La femme s'appelle Maya. D'entrée de jeu, elle nous apprend qu'elle a déjà été mère porteuse, mais elle n'a jamais vu les parents de l'enfant. Je rencontrais une femme qui me disait que le bébé n'était pas pour elle. Je n'ai jamais vu d'homme avec elle. Je ne sais pas pour qui c'était. Et cette femme, cet intermédiaire, nous le découvrirons à la lecture du contrat. C'est Tamar, la directrice du centre de la maternité porteuse. Sur le contrat, la somme payée à Maya pour sa grossesse, 3 000 €. 3 000 € que Tamar facture 7 000 aux couples étrangers.
Aujourd'hui en Géorgie, comme dans nombre d'anciennes républiques soviétiques, louer son ventre est devenu un moyen de subsistance comme un autre. Pour lutter contre ce marché sauvage de cliniques et d'agences douteuses, en France, certains médecins prennent position pour la légalisation des mères porteuses. Mais le sujet est sensible et ils sont rares à accepter de témoigner. Au CHU de Strasbourg, Israël Nizan, le chef du service de gynécologie, a choisi de briser le tabou. Je dois dire que mon fond conservateur, si j'ose dire, m'avait incité dans un premier temps à dire « mais c'est bien, la loi de la France, elle est très bien ». Et ce n'est qu'en ayant le nez dans la soupe que je me suis rendu compte que la loi de la France n'est pas très bien. Et donc cette position-là, le législateur ne rencontre pas des couples dans cette situation. Et ces couples ne sont pas suffisamment nombreux pour que ça pose problème, pour qu'ils constituent un lobby, etc. Donc aider les femmes dans la préparation pour diminuer le coût prohibitif de ces pratiques à l'étranger, ça me paraît totalement raisonnable de la part des médecins et j'aurais tendance à les y inciter et à le faire moi-même. Ça a déjà été le cas? Bien sûr, bien sûr. Aider une femme qui ne peut pas obtenir en France de l'aide et qui doit aller débourser de grosses sommes pour obtenir cela à l'étranger, à cause de la loi de la France, très restrictive, eh bien, je pense que c'est mon rôle de l'aider. En se rendant complices de cette pratique illégale, les médecins comme le professeur Nizan risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ils peuvent aussi être radiés de l'ordre des médecins. À 3 mois de l'accouchement, Marie et Julien se rendent chez Sandra, leur mère porteuse, pour l'accompagner à l'échographie. Quelques heures de route, et ils retrouvent celle qui porte leur enfant et qu'ils appellent leur nounou. Un moment qu'ils attendent tous les trois avec une grande impatience. Vous avez fait le bon voyage? Ouais, ça va. Ça va? Coucou. Ça va? Alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu dormi? Ouais. En 6 mois, les 2 femmes ont réussi à créer une certaine complicité. On fait ce soir son gâteau. On fait un brownies. Qui c'est qui va le faire, le gâteau? C'est maman. Bah, et avec qui? Ah bah oui. Pas toute seule. 5 ans. 5 ans? T'es sûre que tu vas faire 5 ans? Oui, comme ça. Ah bon, ça va alors. Chaque moment passé avec Sandra est une occasion de plus pour Marie et Julien d'entrer en contact avec leur bébé. On va dire. C'est à 15h? Oui. Oui. Marie et Julien, les parents, entourent Sandra. C'est elle qui va les guider. Combien il pèse d'après toi là? 2,6 kg? 2,5 kg ouais, au moins. À peu je près pense. 2,5 kg. Ouais. J'aurais pris 1 kg depuis la dernière fois en gros. Je pense. Là, j'ai vu bouger. Vas-y, mets ta main. Là, je vois bouger. Ouais. Ah ouais, on sent des petits... Ouais. Il bouge pas fort, donc... Si tu le sens, ça va. Ouais. C'est l'heure de partir pour l'échographie. Le gynécologue de Sandra sait qu'elle est mère porteuse et il accepte de la recevoir avec Marie et Julien. En raison des risques judiciaires qu'il encourt, Marie, Julien et Sandra nous ont demandé de ne pas les filmer. Un moment de plus que Marie et Julien sont obligés de vivre cachés. Je trouve ça dégradant et honteux, quoi. Je veux dire, et puis de s'enfoncer comme on fait dans le mensonge, je trouve dommage, quoi. On est en train de vivre la plus belle expérience de notre vie, sûrement, et on est obligé de se cacher. Il n'y a rien de plus beau que de faire un enfant, quoi. Et là, il faut se cacher, il faut se cacher. Mentir. Mentir, on se cache, on
comme un criminel, comme un gars qui a fait une mauvaise chose, quoi. Mais on est loin d'être des criminels, au contraire. On donne la vie. On donne la vie, mais on est obligé de se cacher parce qu'on est quand même hors la loi, hors la loi. Nous ne sommes plus qu'à 3 semaines de l'accouchement. Marie va s'installer dans l'appartement de Sandra, la mère porteuse. Elle veut vivre à ses côtés les derniers moments de la grossesse. On a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et chaque seconde semble une éternité. Il y a tout, il y a le stress, l'anxiété. On se prépare à l'arrivée du bébé, quoi. Et puis on est très impatient d'y être et de pouvoir ensuite rentrer chez nous et puis commencer une nouvelle vie. Ça va? Ça va? Et toi? Ouais. T'es allé chez le coiffeur? Non? Je me suis coupé les cheveux. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Marie vit cette grossesse par procuration. Quoi de neuf? C'est vrai? De plus en plus? Un petit coup de panique hier, je me suis dit, c'est pas possible quand même. C'est vrai? Ah ouais. Hier quand? Hier soir, toute la nuit Ah ouais. d'abord, mais je pense que c'est peut-être aussi la chaleur. Mais... Ouais, t'as mal dormi alors. Ouais, très mal. Nous sommes à 5 jours de l'accouchement. Comme tous les matins, Marie appelle Julien pour lui donner des nouvelles. Dans le couloir, à quelques mètres de la porte d'entrée, une valise attend. C'est celle du bébé, préparée par Marie. Prête à partir. Et visiblement, Marie a prévu un peu plus de vêtements que nécessaire. Donc voilà, les bavoirs. Puis ensuite, alors il y a des petits pyjamas, assez épais pour le début, des chaussons, des pyjamas fins pour s'il fait très chaud, des sucettes au cas où pour la maternité. Je sais pas s'il va en prendre, mais bon. Tout est prêt, peut arriver. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il frappe à la porte. Vous vous sentez déjà maman? Ah oui, c'est un problème. oui, c'est un problème. Déjà longtemps, ouais. Bah ouais. Pas besoin qu'il soit là pour se sentir maman, quoi. Déjà de savoir que c'est le nôtre et puis qu'il va être avec nous. Je le porte pas, mais je veux dire, à partir du moment où ça a pris et puis qu'elle est tombée enceinte, je me sentais déjà maman. Donc, Vous allez aller toutes les deux à la maternité? Oui. Là, justement, j'ai demandé une chambre avec un lit accompagnant. Donc, pour qu'elle soit là, pour s'occuper de son bébé, naturellement. Donc voilà, après, j'aurais passé le relais. tu seras là quand même. Oui, mais bon. Là, après, c'est toi la maman. Là, il n'y a plus de... Mais ce n'est pas si simple sur le plan légal. Officiellement, Marie et Julien ne sont pas les parents. Le couple doit donc contourner la loi. Pour Julien, c'est assez simple. Il déclare être le père de l'enfant et le reconnaît devant l'état civil. Le problème, c'est pour Marie. Françoise Desqueveur-Desfossés est doyenne de l'Université de droit de Lille. C'est une spécialiste du droit de la famille. Elle est formelle. Malgré la déclaration de Julien, il n'existe aucun lien légal entre Marie et l'enfant. La mère qui élève l'enfant n'a rigoureusement aucun droit sur cet enfant, aucun. Donc si le père vient à décéder... Mais de toutes les façons, c'est la mère de naissance qui conserve tous les droits. Marie doit donc demander à adopter l'enfant. Mais elle ne le fera que dans quelques années pour ne pas éveiller les soupçons de la justice. Car pour lutter contre le recours aux mères porteuses, les juges bloquent toute demande d'adoption douteuse. C'est la seule sanction efficace qu'ils aient trouvée. Les mères qui aient recours à ce type de choses, vous leur diriez, écoutez, vous pouvez avoir un enfant, il faut payer 15 000 € d'amende et faire 6 mois de prison. Et bien vous direz, oui, d'accord, j'y vais. C'est pas de souci. Le problème n'est pas là. Et si on leur dit, cet enfant ne sera jamais le vôtre,
Ça, c'est très dur. La sanction civile, en l'occurrence, c'est plus dur que la sanction pénale. Et elle est plus dure par son caractère définitif. Sur le plan pénal, étonnamment, Marie, Julien et leur mère porteuse ne risquent rien, ni prison, ni amende. Dans ce domaine, la loi française est ambiguë. Elle interdit, mais ne punit pas. Au Comité national d'éthique, le Conseil des sages chargé de réfléchir sur les grandes évolutions de la société française, la question des mères porteuses a été récemment reposée. Au cœur de leur réflexion, l'avenir des enfants nés dans ces conditions. Nous avons dit très précisément, et ce n'est pas un hasard si nous l'avons dit, nous avons dit dans ce cadre précis des maternités de substitution, l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération. Voilà. Et cet intérêt de l'enfant, c'est un élément qui, dans une certaine mesure, jusqu'à présent, a été négligé. Donc il faut le prendre en considération. Et à partir de cette base de raisonnement, on peut penser que progressivement, et ça ne se passera pas en 5 minutes, mais que progressivement, on aboutira à une évolution des mentalités. Vous pensez que la société française est prête ? Je pense qu'elle n'est pas prête aujourd'hui, mais qu'elle peut l'être demain. Cet appel à une réflexion renouvelée sur le recours aux mères porteuses n'a aujourd'hui trouvé aucun écho politique. Jeudi 18 août, nous partons précipitamment, Marie vient de nous appeler. Le bébé n'était attendu que dans 3 jours, mais Sandra, prise de contraction, vient d'être emmenée à la maternité. À notre arrivée, Julien n'est pas encore là. Nous ne pouvons pas pénétrer dans l'hôpital et retrouvons Marie dans le jardin. Comment ça va ? Très stressée. Et du coup, très débordée, même si tout était prêt. C'est vrai que là, c'est un petit peu la course à tout, quoi. Et votre nounou ? Ça la stresse pas trop, mais bon, c'est vrai qu'il est tard d'être délivrée elle aussi, quoi. Et puis de voir comment on va réagir une fois qu'on aura ce petit bout avec nous. Et vous l'imaginez, votre réaction ? Non, pas du tout, je sais pas. Je sais pas, si contente, ça c'est sûr, quoi. Enfin, heureux, quoi, c'est certain. Maintenant, je sais pas du tout comment on va réagir en le voyant pour la première fois, quoi. Je sais pas. Quelques heures plus tard, Sandra accouche par césarienne. Nous retrouvons Sandra, Marie et Julien 4 jours plus tard à la maternité. Depuis l'accouchement, Marie et Julien passent leur journée dans la chambre de Sandra avec leur bébé. Une situation rendue possible grâce à la complicité du médecin et des infirmières. Le bébé va bien. Le petit Léo mesure 52 cm et pèse 3,6 kg. Ce jour-là, Marie, Julien et Sandra ont accepté d'être filmés à une condition, une seule, ne pas leur poser de questions. Nous l'apprendrons plus tard, un drame a eu lieu. Un mois plus tard, nous retrouvons Sandra. Elle nous apprend alors que quelques heures après l'accouchement, elle a été prise de vertige et emmenée d'urgence au bloc opératoire. J'ai fait une hémorragie. Le médecin a tout essayé pour sauver mon utérus, mais au bout d'un moment, à force de transfusion, c'était... Soit il essayait encore et encore de sauver un utérus qui ne pouvait pas l'être, ou soit il me sauvait la vie et puis il m'enlevait l'utérus. Donc voilà. Donc, je ne pourrais plus avoir d'enfant. Vous pensiez qu'il y avait un tel prix à payer ? Un tel prix, peut-être pas, mais je savais que ça pouvait arriver. C'est vrai qu'on minimise les conséquences, en fait. J'aurais pu y rester. Et c'est ça qui là, quelques semaines après, j'ai eu un gros coup de blues parce que je me suis dit que j'ai pris quand même beaucoup de risques par rapport à ma famille. Donc j'aurais pu laisser mon petit garçon orphelin pour rendre une famille heureuse et le prix aurait été cher payé quand même quelque part. Vous regrettez ? Aucun regret. Je n'aurai jamais aucun regret. Non. À aucun moment, quand vous étiez à
à la maternité, en regardant ce petit garçon dans la chambre, vous êtes dit « ça pourrait être mon fils ». Non, non. Parce que même quand je me suis occupée de lui à certains moments, j'étais comme une tata. Je le voyais vraiment comme le fils de ma sœur, en fait. C'était vraiment un détachement, oui, ce n'était pas mon enfant. Sandra a prévu de rendre régulièrement visite à cet enfant qu'elle considère comme son filleul. Marie et Julien, eux, ont déménagé dans une autre ville pour ne pas avoir à expliquer à leur entourage l'arrivée soudaine de ce bébé. Ils n'ont pas souhaité nous revoir, ils commencent une nouvelle vie.